Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Aujourd'hui, on va parler de vérité, de courage, de politique et de bien d'autres choses. On va parler de philosophie en général avec quelqu'un qui va sortir dans très peu de temps un film qui rassemble, qui se rencontrer en tout cas Nietzsche et Victor Hugo. C'est ici, en l'an 2024, sur les hauteurs du mont Forçat-Réal, que se rencontrèrent ces deux sommets de la poésie, autant lyrique, allégorique que philosophique. Ce que serait le surhomme du XXIe siècle. Un alerteur, un phare, un guerrier combattant pour le beau, pour le bien et pour le juste. Un protecteur des peuples, un gardien de l'humanité. Deux grands philosophes du 19e et on va essayer de comprendre pourquoi ce projet. Bonjour Alexandre Bellas. Bonjour Romain, écoute, ravi d'être ici et je te remercie pour ton invitation. C'est un plaisir, c'était important pour nous. On a vu ce film, c'était très intéressant, cette rencontre entre deux grands hommes. Pourquoi sortir ce film aujourd'hui quel était le but initial? Alors en fait, l'idée initiale, c'est de rassembler effectivement deux grands poètes qui sont pas forcément connus dans toutes leurs dimensions. Donc Nietzsche est aussi un poète, on le connaît plus comme philosophe. Et Victor Hugo, effectivement, qui est à la fois un essayiste, un romancier, un dramaturge et un homme politique. Donc lui, il a vraiment plusieurs casquettes. Mais c'est vrai qu'il a sa période politique un peu moins connue. On le connaît surtout pour les contemplations, ces 156 contemplations qui sont des poèmes. Mais voilà, l'idée, c'était de rassembler deux personnes qui sont à la fois complémentaires, qui s'opposent sur des aspects comme la religion, mais qui se distinguent aussi ou sur d'autres critères et qui ont leur vision parallèle, assez proche sur la vérité, la liberté. Donc c'est assez intéressant de les confronter et je trouve qu'ils sont d'une très grande actualité. Alors on vous a vu ces derniers temps vous exprimer publiquement, même chez nous, vous étiez venu parler avec Stéphanie qui avait été refusée au moment du pass sanitaire sur le sujet des refusés parce qu'il ne s'était pas soumis à certaines règles politiques. Ce film, du coup, les enjeux, est-ce qu'il y a des enjeux communs? Il y a eu un but finalement un peu rebelle à ce film, j'imagine? Oui, alors il s'agit quand même sur plusieurs plans en fait, hein, notamment une revendication par rapport à la situation actuelle de la culture, et on pourrait même dire de la cancel culture. Donc là, il s'agit vraiment d'une volonté d'un rempart, de créer une alerte en fait, pour que soit sauvegardé quand même un patrimoine culturel, un patrimoine littéraire qui est représenté à la fois par Victor Hugo et Friedrich Nietzsche. Donc ça me paraît hyper important. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont notamment justement une restitution de la qualité du politique. C'est-à-dire que là, on aura peut-être l'occasion dans notre échange de parler d'un discours célèbre de Victor Hugo le 9 juillet 1849, où il fait un discours long et retentissant à l'Assemblée nationale, pour essayer de proposer des lois et des décrets pour lutter contre la misère. Donc j'ai envie de dire pourquoi je disais que c'est d'une très grande actualité, parce que je rêverais de voir aujourd'hui dans notre assemblée, qui ressemble plus à une chambre d'enregistrement avec des Playmobil, je serais très heureux de voir un politicien de cette envergure qui fasse un discours de cette envergure. Donc c'est aussi une volonté de restituer cette qualité de présence et d'intervention à l'Assemblée nationale. Donc vous aimeriez que ça inspire finalement les hommes politiques, les élus? Ah ben tout à fait, ce serait effectivement une conséquence souhaitable et heureuse de ce film. Ouais. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Parce que c'est-à-dire que si on prend Les Misérables par exemple, qui arrive bien plus tard que ce discours à l'Assemblée nationale, ouais. Finalement dans les travaux de Victor Hugo en général, on voit qu'il y a un désir de lien et un combat contre l'injustice qui est fait au peuple et que l'on retrouve aujourd'hui où les inégalités sociales sont parfois encore beaucoup plus fortes qu'auparavant. Comment est-ce que vous imaginez que ce film puisse donner cette envie de lien entre la population et les élus, aux élus? Alors déjà, il y a la qualité littéraire des œuvres qui sont mentionnées là, à l'intérieur du film. Et puis, il y a vraiment un attachement très fort qui est donné aussi bien par Friedrich Nietzsche que par Victor Hugo sur des notions essentielles comme la liberté, la vérité,
Donc déjà, ce sont deux axes qui sont, et même sur la justice, ce sont des axes qui sont quand même malmenés dans la situation actuelle. On pourra peut-être faire l'inventaire de ce qui se passe en ce qui concerne la liberté, la vérité, voire la justice, mais il faut savoir qu'ils se sont prononcés chacun, par exemple, sur la vérité. Donc je peux peut-être donner une citation de chacun sur la vérité. Hein, sans problème. Pour Friedrich Nietzsche, il fait le lien d'ailleurs avec l'art, puisque l'art et rien que l'art, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Et Victor Hugo, la vérité est comme un soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Alors, il faut savoir aussi que par rapport à ça, je dirais que le film se veut aussi un rempart et aussi un hommage aux lanceurs d'alerte et aux consciences éveillées. Parce qu'on vient de franchir une longue période, la 2020-2024, dans laquelle se révèlent tardivement tout un tas d'anomalies. Hein, je dirais, on va peut-être pas revenir sur la période sanitaire, mais notamment, Friedrich Nietzsche et Victor Hugo sont quelque part aussi, à leur époque, des lanceurs d'alerte. Et en fait, aujourd'hui, on a un exemple phénoménal qui est Julian Assange. Je pense qu'on peut lui rendre hommage. Qui est un journaliste. Qui est un journaliste et qui est aussi un lanceur d'alerte, un des premiers lanceurs d'alerte, on pourrait même dire. Alors, pour le coup, il a créé une plateforme qui donne la parole aux lanceurs d'alerte, mais c'est un journaliste. C'est ça, mais en fait avec un véritable travail d'investigation et sans frein pour livrer la vérité, mais dans le sens de l'exactitude en fait, hein, en livrant des faits, disons, par un phénomène de, je pense, de hackage ou peut-être de contrôle de certaines données, il a pu mettre en relief ce qui s'est passé notamment pendant des guerres en Irak ou des choses comme ça, quoi. Et Nietzsche, Friedrich Nietzsche parlait justement du surhomme, qui est cet être humain qui avait une capacité à pouvoir se dépasser. Est-ce que lui, il rentre dans cette configuration du Julian Assange, du surhomme de Nietzsche? Alors, rappelons, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, très rapidement, Julian Assange est toujours enfermé en prison en Bretagne pour avoir justement créé cette plateforme Wikileaks qui a permis de révéler des millions de documents, et il est menacé. Alors on attend toujours de savoir s'il pourra continuer à faire appel. C'est une décision de justice qui devrait arriver dans les prochaines semaines, et s'il venait et s'il ne pouvait pas faire appel, il sera potentiellement menacé d'être extradé aux États-Unis. Il risque des centaines d'années de prison, comme le veut la juridiction américaine. Oui, alors là, tu fais vraiment une excellente transition, parce qu'en réalité, dans le titre du film, proprement dit, Uchronie parabolique, bon, Uchronie, c'était simplement l'assemblage de une uchronie et Nietzsche. Donc l'Uchronie, c'est le fait en art de rassembler deux effectivement, le fait, c'est ce qui donne le caractère de fiction au film, c'est effectivement la création d'une situation qui ne s'est pas produite dans la réalité, mais où on fait se rapprocher deux personnalités, qui ont quand même certaines connivences ou certains points communs. Mais là, effectivement, dans le titre « Uchronie parabolique », il y a cette parabole, et elle est, c'est un des axes du film. C'est notamment, là, tu viens d'évoquer le surhomme, parce qu'il y a eu beaucoup de, disons, de déviations ou d'incompréhension par rapport à cette interprétation du terme, hein, de ce concept même, on pourrait dire, du surhomme dans la littérature de Nietzsche, avec la volonté de puissance, l'éternel retour. Enfin, il a comme ça une petite collection d'attributs qui lui sont propres. Et notamment, à peu près aux 3/4 du film, l'extrapolation est faite justement pour donner hommage aux lanceurs d'alerte. Et en fait, je fais une espèce d'assimilation pour dire que finalement, je réconcilie un peu Victor Hugo et Friedrich Nietzsche autour de cette conception du surhomme, en disant que finalement, nos surhommes au XXIe siècle, c'est peut-être très sérieusement ces lanceurs d'alerte, ces consciences éveillées, qui essayent de distiller des vérités, des faits, bien avant qu'ils soient révélés et acceptés par la masse. Donc la vérité a toujours un long chemin difficile, et je pense que c'est très important, parce que beaucoup de personnes qui ont fait cet effort d'essayer d'alerter justement, notamment sur la question du pass sanitaire, mais il y en a eu d'autres, sur le réchauffement climatique, sur la guerre Ukraine-Russie, enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut vraiment batailler pour essayer de révéler des vérités, si c'est pas la vérité, mais en tout cas des vérités. Donc là, ces gens-là sont souvent à faire
front au système en place et donc doivent se battre et subir des pressions. Enfin, c'est une bataille, c'est un parcours du combattant pour les consciences éveillées et les lanceurs d'alerte. Tout et comme je pense ça qu'ici, dans ce journal aussi. Et vous en êtes conscient ici aussi, forcément. On prend quelques coups voilà, parce qu'on cherche justement ce combat pour la recherche de la vérité, finalement. C'est ça. Donc je pense que là, à un moment donné, ça, j'y tiens, c'est vraiment de rendre hommage à ces personnes qui finalement pourraient opter pour des situations bien plus pantouflardes et qui se lancent dans la bataille de la vérité. Et c'est pas une bataille facile quand on a un système en face qui veut distiller une certaine propagande. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour vous, c'est des exemples alors de ce qu'il faut. Finalement, c'est par votre film, c'est vraiment l'art qui sert à distiller des modèles pour imaginer, pour inspirer les gens demain, leur permettre de s'élever. Tout à fait, puisque là, il y a à la fois un éloge du courage, parce que les lanceurs d'alerte et les consciences éveillées qui se manifestent et qui veulent faire établir certains faits avant tout le monde, il faut s'armer d'un certain courage. Donc c'est un éloge du courage, oui, effectivement. Ces deux hommes font à la fois un éloge du courage, un éloge de la vérité, et, disons, regrettent qu'il n'y ait pas plus de combattants, qui soient épris de liberté, mais qui passent de la déploration à l'action. Parce qu'on peut déplorer des vrais combattants. À quel niveau, sur quelle lutte? Déjà, simplement d'accepter, d'élargir son cercle de pensée, ses idées, d'avoir la conscience éveillée, d'être en état de réception de tous les faits qui sont diffusés, pour essayer de se bâtir un sens critique, pour essayer de se bâtir sa propre idée d'une situation, c'est déjà la première marche d'un combat. C'est un combat qui va à l'opposé de la passivité. C'est une attitude, en fait. Déjà, il y a trop d'êtres humains dans la passivité, trop de citoyens aujourd'hui dans la passivité. Je pense qu'il y a beaucoup de laxisme, de passivité et disons, de résolution à la politique de l'autruche. C'est-à-dire que je veux pas savoir ce qui se passe, ou alors ça ne me concerne pas, ce qui est encore pire. C'est un peu pire que je ne veux pas savoir ou ça ne m'intéresse pas. Enfin, il y a plusieurs degrés dans l'état d'autruche. Et c'est complètement, c'est complètement regrettable, quoi. Selon vous, vous qui avez beaucoup lu et relu, Nietzsche et Hugo, que pensez-vous qu'il dirait sur s'il faisait ce constat de la passivité, qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait aux gens qui se laissent aller? C'est ça que vous nous dites là. C'est ça. En fait, je pense que ce qui est très intéressant avec Friedrich Nietzsche, parce qu'on l'a combattu sur certains terrains, mais en réalité, et notamment j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui sont très épris de foi, et je respecte complètement, et notamment son individualisme. Simplement, j'ai voulu ajuster les choses, c'est-à-dire son individualisme, ce n'est pas l'individualisme qu'on a connu dans les dernières décennies de matérialisme effréné, de recherche au dernier matériel, le plus sophistiqué, le plus à la mode, le dernier Apple, le dernier je ne sais quoi, mais un individualisme critique. C'est-à-dire, en fait, à travers le surhomme, on y revient, c'est un outil, c'est une capacité, en fait, à s'émanciper, à prendre possession de son propre état, de son propre caractère, de ses propres atouts, pour bâtir sa vision des choses, en fait. Essayer d'être un individu critique et actif, en fait. Donc je pense que c'est ça, c'est dans cette direction qu'incite l'œuvre de Friedrich Nietzsche. Et donc finalement à se comprendre soi-même pour se développer déjà et ensuite pouvoir en faire profiter la société, c'est ça? Tout à fait. Et d'ailleurs c'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, dans l'idée du surhomme, ce n'est pas du tout l'idée de créer des êtres supérieurs qui écraseraient des êtres inférieurs, c'est complètement absurde, c'est pas du tout la chose qui est implicite dans le message de Nietzsche, c'est effectivement des êtres qui se dépasseraient et qui iraient chercher leur surhomme, quoi, parce qu'en chacun de nous, on a, en fait, comme il dit, l'homme est un peu entre la bête et le surhomme. C'est très intéressant ça, puisque en fait, on peut observer qu'aujourd'hui en France, beaucoup de gens finalement leur seule activité, c'est d'aller au travail, et c'est un travail qui n'a parfois pas d'autre de sens pour eux que de gagner de l'argent, et donc finalement rentrent ensuite le soir chez eux et restent où ils ne sont pas plus actifs, ils se détendent, ils essaient de se relaxer de leur journée dans quelque chose qui n'a pas eu de sens. Et donc finalement, si demain on imaginait qu'on développait, que quelqu'un ou que tout un tas de gens développaient tout un tas d'activités extra-professionnelles, des activités autres que le travail n'a pas à être la seule activité, dans ces cas-là, les gens redeviendraient dans une boucle en fait,
de développement personnel, comme on dit même aujourd'hui. Oui, en fait, c'est il ça. se développerait comme ce que... Finalement, c'est du développement personnel aussi, ce que dit Nietzsche. C'est vrai que finalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait plus facilement du développement personnel. Mais le développement personnel est toujours une forme de philosophie. Oui, et puis avec l'idée justement de faire profiter les autres, justement, de Oui. sa propre C'est ça. émancipation, de sa propre élévation. Mais donc là, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, si les gens en fait, la boucle est bouclée sur une boucle vertueuse finalement, c'est-à-dire que si les gens devenaient actifs comme ça, derrière, ils verraient, quand leur individu serait développé, ils verraient qu'ils seraient à un moment donné bloqués par la société aujourd'hui, tout comme certains qui essaient de développer des associations. Moi, donc par mes activités, je vois beaucoup de gens dans des associations qui, à un moment, sont plafonnés, puisque pour avoir que ton association fonctionne, Oui. il faut une partie administrative qui est imbuvable parfois. Et donc, du coup, là, ça leur permettrait de pouvoir ensuite agir au niveau de la société pour dire avec leurs collègues, non, ça n'est pas normal, on va changer ça. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le grand leitmotiv des deux, aussi bien Victor Hugo que Friedrich Nietzsche, hein, comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même, je crois, des livres comme quoi c'est vraiment dans l'air du temps. Hein, la vérité rend libre. La vérité rend libre, effectivement. C'est-à-dire que si les gens pratiquaient plus cette appétence, cet appétit pour comparer, pour analyser, pour étudier par eux-mêmes, avec leur propre vision des choses, avec leur propre caractère, eh bien, ça créerait des synergies, ça créerait une multitude, une mosaïque, j'aime bien utiliser le mot mosaïque, une mosaïque de compétences, d'éveil, en fait, qui serait profitable à l'ensemble de la société. En fait, ça ferait monter la société d'un État. Et je crois que les pires imposteurs aujourd'hui, mais ils s'écrouleraient comme sur un château de cartes. Quoi. Complètement, parce qu'aujourd'hui, les imposteurs, justement, nous on le voit bien dans le journalisme, les imposteurs passent leur temps à dire « Ah non, complotiste », comme ça... Oui, ça c'est le mot Donc en fait, c'est intéressant ce que vous dites. qui stoppe tout, oui. Complètement, c'est intéressant. Alors que oui, bah, c'est le travail du journaliste de chercher et de faire attention qu'il n'y ait pas de complot. Donc, en fait, c'est juste du lexique qu'on change comme on veut. C'est impressionnant que ça fonctionne à ce point-là, d'ailleurs. Du coup, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans La vérité rend libre, et vous parlez de reprendre la main, finalement, voilà, si les gens dépassaient les stigmates et n'écoutaient plus que « Ah, ok, on dit que celui-là, faut pas aller voir le film d'Alexandre Bellos, puisque lui, c'est pas un gars bien accepté par Emmanuel Macron ou je ne sais pas quoi. Ouais. » Du coup, si on dépasse ça, en fait, finalement, les gens reprennent la main sur leur information et maîtrisent beaucoup mieux le monde et leur rapport au monde. Absolument. Et là, je pense que en fait, ça, c'est après une étude approfondie que j'ai faite et qui n'engage que moi. Hein. Mais c'est vrai que mon triptyque d'analyse, c'est vraiment le triptyque autour de liberté, vérité, justice. Parce que aussi bien, c'est très intéressant d'aller sur les terrains de la religion, mais il y a tout de suite des clivages qui sont parfois stériles et qui mènent à l'impasse. Donc je préfère, et aussi bien, alors là, on n'aura pas le temps de s'étendre sur le clivage droite-gauche, mais qui est vraiment une aberration, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, la véritable bataille se fait verticalement. C'est plus une histoire de droite-gauche horizontale, mais c'est une histoire de base de la pyramide sociale vers les élites oligarchiques qui ont rompu le contrat social. Eh ben, prenons 2 minutes pour ça, mais juste avant, je voulais revenir sur votre phrase « La vérité rend libre » est très importante. C'est une phrase que vous avez retrouvée dans Nietzsche et Hugo, ou vous venez de la pondre à l'instant? Non, je crois que je l'ai vu par hasard sur certaines couvertures actuelles. Je sais pas s'il y a... Bon, enfin, là, je veux pas m'avancer parce que... En tout cas, c'est intéressant. Effectivement, mais ils l'ont déjà dit à leur façon. Quoi. Ce qui est intéressant dans La vérité rend libre, quand on pense cela, c'est qu'encore une fois, on voit que souvent la vertu amène la vertu et le vice amène le vice. Là, la vertu dans La vérité rend libre, c'est que le manque de vérité, le manque de liberté que l'on peut avoir aujourd'hui, à avoir trop de... Non, ne va pas vers un tel, ça c'est complotiste, ne va pas vers... Non. Finalement, ce manque de liberté amène en même temps un manque de recherche de vérité. Alors Absolument. Que la liberté amènerait la vérité. Et oui, en fait, on peut juste retourner le cercle comme on veut aujourd'hui. Absolument. Et puis c'est une nutrition indispensable et très enrichissante, parce qu'en fait, se cultiver, c'est s'enrichir. Se cultiver, c'est s'enrichir, et c'est surtout gagner de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faudrait que les gens arrivent à comprendre, c'est que gagner de l'autonomie par la lecture, par la culture, par l'apprentissage, c'est gagner aussi du pouvoir, mais dans le bon sens. C'est-à-dire d'être vraiment inséré dans la société, d'être un acteur de la société. Mais alors on sait que Hugo comme Nietzsche, on peut, quand on l'a lu, on peut quand même être d'accord que c'est difficilement à la portée de tout le monde
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommanderiez aux gens, ou peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'est-ce que vous leur recommanderiez alors Nietzsche, c'est encore un niveau supérieur de lecture, Oui, ainsi par les Zarathustra, ça peut être ambigu, surtout si on n'a pas l'habitude de lire. Comment est-ce que vous inciteriez les gens à se replonger dans ce type d'écrit ou de philosophie? Alors moi, je crois qu'il y a un très bon point d'entrée avec Victor Hugo, qui est simplement déjà la poésie. La poésie à travers les 150... C'est beaucoup plus accessible d'ailleurs, ouais. Tout à fait, hein, à travers les contemplations. Bon, il a fait des poèmes dédiés à sa fille Léopoldine, Exactement. parce qu'il a traversé un drame avec sa fille qui s'est noyée dans la Seine. Et ça a été vraiment une rupture. On situe souvent deux périodes de Victor Hugo, justement, par rapport à cet événement. Mais donc, j'inciterai d'abord, effectivement, comme point d'entrée, la lecture des contemplations, parce que là, en fait, on s'adresse surtout aux sensibles. Donc, on est moins sur Victor Hugo, c'est aussi pour ça, sur Frédéric Nietzsche, c'est aussi pour ça qu'ils sont très complémentaires, parce qu'avec Frédéric Nietzsche, on est vraiment sur le terrain de l'intelligible. Et Ainsi par les Zarathustra est un peu je dirais, à l'intersection des deux hommes, parce que c'est un livre aussi bien philosophique que poétique. Alors, je conseillerais effectivement en point d'entrée du côté de Frédéric Nietzsche, Ainsi par les Zarathustra, parce que c'est à la fois un livre, peut-être un des plus faciles, mais attention à ne pas se laisser tromper, parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de métaphores, mais en fait, il y a beaucoup de symboles, et c'est assez profond. Hein. Donc, poétique ne veut pas dire limité à la surface, quoi. Donc, moi, je conseillerais facilement ces deux livres. C'est très intéressant. Comme point d'entrée, en fait, effectivement. Alors, et avant de terminer l'entretien, revenons sur l'idée que vous vouliez développer, donc sur cette verticalité aujourd'hui de lutte du citoyen sur le politique. Donc, vous dites les clivages droite-gauche sont terminés. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire par ce rapport? C'est les riches contre ceux qui sont dépossédés des moyens de production? Non, pas forcément. Le clivage droite-gauche, je pense que pour moi, de mon point de vue, ça a été surtout un jeu de théâtre, en fait, qui a duré des décennies, mais qu'en réalité, les vrais pouvoirs, ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir profond qui tient les rênes... Peu importe celui qui est élu, c'est le système qui gagne. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des fois, je dirais, l'épaisseur d'un papier à cigarette, entre deux candidats, un de droite, un de gauche, qui finalement, à l'arrivée, pratiquaient l'ultralibéralisme. Bon, voilà, ce qui est intéressant, au moins dans cette période, c'est qu'on arrive vraiment au paroxysme, c'est-à-dire qu'on a un point de friction entre deux systèmes, finalement, qui ne peuvent pas fonctionner. Il va falloir en trouver un autre, une tierce voie, entre l'ultralibéralisme, l'ultracapitalisme poussé à son paroxysme, et inversement le système communiste, la chinoise, avec la menace du système de la carte à crédit et de toute la surveillance, le totalitarisme, quoi. Donc en fait, on est pris en ciseaux aujourd'hui entre un totalitarisme de l'ultralibéralisme, exemple USA, et le totalitarisme du système communiste, exemple la Chine. Bien que Hong Kong, enfin après on ne va pas rentrer dans des disparités locales, mais en réalité on est pris, voilà, en fait c'est ce que j'appelle moi le théâtre horizontal, en fait. On arrive à ce paroxysme. Et c'est pourquoi d'ailleurs se soulève dans cette logique de conséquence, de voie de cause à effet, se soulève effectivement une base qui prend de plus en plus conscience de cette suprématie d'oligarchie qui a cessé en fait d'être leur défendeur, en fait. Aujourd'hui, les oligarchies ne jouent pas leur rôle, la fonction de rôle social, en fait, qui était de défendre les intérêts du peuple. Donc c'est en cela que j'appelle ça une nouvelle orientation verticale. C'est-à-dire c'est plus une lutte de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, mais de la base de la pyramide sociale vers les oligarchies. Et des luttes futures, peut-être émergera un nouveau système complètement qui... Actuellement, effectivement, il y a tellement de mouvements macroscopiques et microscopiques, mais on sent bien que c'est de là que va émerger, d'ailleurs, c'est les très belles phrases de Frédéric Nietzsche et Victor Hugo, hein, c'est-à-dire sur les idées. Frédéric Nietzsche, les pensées qui arrivent à pas de loup, ce sont celles qui mènent le monde. Et Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Donc, je ne sais pas si je l'avais peut-être déjà dit, mais... Et en fait, on sent bien qu'il y a une espèce de marécage, de mouvement, de contradiction, mais c'est très hegelien aussi comme période, c'est-à-dire de la dialectique et de la contradiction naissent des choses très positives.
moi je suis, en fait, c'est pour ça que j'aime bien être sur une ligne de crête aussi dans ce film, parce que je ne peux pas me déclarer croyant, mais j'adore mettre les deux personnages là sur leur position par rapport à la religion, irrité par exemple avec la fameuse phrase de Nietzsche, Dieu est mort, qui a irrité à la fois les athées, parce que les athées disent ah ben, Dieu n'a jamais existé, donc il peut pas mourir, et qui a comment dire, irrité les croyants, parce que les croyants disent Dieu est éternel, donc il peut pas mourir. Donc sur ces lignes-là, au moins, ce qui est important, c'est que chacun non seulement s'éveille, mais se prononce. C'est pas du tout un problème d'aller déranger les personnes, d'aller les sortir de leur gond, en fait. Parce qu'à mon avis, c'est de cette vitalité, hein, parce que Nietzsche est d'abord l'exaltation de la vitalité. C'est de cette vitalité, de cette de ce conflit des idées. Ça, c'est très important, en fait, parce qu'il n'y a rien de pire que la passivité et le système amorphe. Et en fait, on est rentré avec plusieurs décennies de matérialisme à des gens qui étaient devenus des homo economicus, qui consomment et qui sont devenus des sexes et des ventres. Exactement. Donc voilà, s'il y avait un espoir par rapport à ce film, c'est peut-être que ça monte aussi au niveau spirituel et intellectuel. Alexandre Bellas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et Uchronitch, donc ce sera disponible. Alors les gens peuvent aller le voir pour l'instant c'est prévu dans un cinéma. Oui, alors ils vont pouvoir le voir au cinéma Saint-André-des-Arts, donc dans le quartier latin, du 22 mai au 18 juin. Ce sont que des séances à 13h. Je rappelle que pendant que vous le dites, il y a, les gens peuvent aller sur le site, sur l'article sur notre site françois.fr, où il y a, avec cette vidéo, il y a donc... là où il y a le titre, votre tête, ils peuvent cliquer dessus et on met toutes les informations pour cela. Et donc oui, alors pardon. Et juste pour terminer, parce que c'est aussi un paramètre important pour la plupart des personnes, enfin pas toutes, mais aussi, c'est le tarif comme c'était une séance qui aura lieu toujours à 13h, je pense que le cinéma Saint-André-des-Arts a sa politique tarifaire, donc le film sera à 6,5 €. Ok. Ouais, très bien. Et est-ce que vous avez prévu des débats après ça pourrait être très intéressant d'avoir des débats suite au film. Tout à fait. Alors le format, c'est que moi je vais être présent à toutes les séances. Il y a 14 séances en tout. Et donc il y aura derrière le film un jeu de questions-réponses avec le public présent dans la salle. Ok, super. Et puis les gens peuvent la voir en VOD en ligne Alors pour l'instant non, parce que je préfère faire passer la vague de la projection en salle. Mais ça pourra s'imaginer dans le futur. Ensuite je vais le faire. Voilà, okay. Je vais l'organiser. Mais donc allez directement dans ce cinéma Saint-André-des-Arts. Merci beaucoup encore une fois Alexandre Bellas d'être venu. C'était très intéressant. Romain, avec plaisir. Et on compte sur vous, les lecteurs, nous n'avons toujours pas de subvention et on y compte bien, on veut avancer exclusivement, on n'a pas de publicité non plus sur François, on avance, on veut un journal complètement libre et qui appartient à nos lecteurs, alors n'hésitez pas à aller sur françois.fr/soutien. Merci à vous, j'espère que vous avez apprécié l'entretien et allez voir le film d'Alexandre Bellas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.